Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 10 novembre 2024 et la semaine dernière, on s'est posé la question pour savoir qui serait président à la place du président et c'était le gros stress du début de semaine. Et comme vous avez pu le voir, eh bien, dorénavant, nous avons le retour de Donald Trump. Alors, le retour de Donald Trump, eh bien, ça signifie qu'on va de nouveau avoir beaucoup de choses à dire sur les marchés financiers et qui va probablement régulièrement intervenir avec des tweets, enfin des X, enfin des messages sur X, on va dire ça comme ça, pour nous dire ce qu'il veut faire, ce qu'il va faire. Depuis quelques jours, eh bien évidemment, tout le monde est en train de se demander ce qui va se passer, les Européens en premier, puisque je rappelle que les Européens ont salué la victoire le lendemain matin, et puis tout d'un coup, ils se sont dit « Oups, mais peut-être qu'il va être moins gentil avec nous que d'habitude ». Résultat, boum, le marché s'est repété la figure en Europe, et l'Europe se débat avec ses propres problème à l'heure actuelle. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que malgré tout, eh bien, cette élection a permis au marché américain de littéralement exploser. Et puisque c'est quand même la nouvelle de la semaine, les records sont battus, et les records sont battus, et les records sont battus. Et puis, on fait le point tout de suite sur ce qui s'est passé un peu partout, ici, dans le monde, mais surtout là-bas, aux États-Unis. Donc tout d'abord, on va donc commencer avec l'euphorie américaine. Les 6000 points sont atteints. La révolution Trump est en route. Les cryptos s'envolent. Tout ce qui peut être associé à la victoire de Trump, Tesla, les financières, les pétrolières. Il faut quand même noter que tout est du conditionnel, puisque de toute manière, pour être franc, on ne sait pas du tout ce qu'il va faire, du tout ce qui va se passer. On sait que son programme est simple et assez logique. Ce qu'il faudra retenir sur le long terme, c'est surtout qu'il va dépenser beaucoup d'argent, économiser beaucoup d'impôts aux sociétés et aux privés, permettre de relancer l'économie, en tout cas c'est son intention, redynamiser tout ça. Le gros problème qu'on a et qu'on a déjà abordé globalement, c'est que ça risque de coûter très très cher et la facture ne sera pas présentée tout de suite. Ça c'est la bonne nouvelle, mais on va quand même le sentir sur le long terme et on va être obligé de reparler à un moment ou un autre de la dette. D'ailleurs, on va faire le point à propos de la dette privée durant cette émission. Donc l'un dans l'autre, on ne sait pas trop où on va, mais pour l'instant, le marché s'en fout et il est super content. Donc ça se présente comment? Ça se présente avec un Nasdaq qui gagne 50% depuis le 30 octobre 2023, qui affiche un PER moyen de 46,85, ce qui explose les limites du connu, et surtout les 38,6 de la bulle des dot-com ou les 34,2 de fin octobre 2007. Le S&P 500, quant à lui, est en hausse de 4,6% sur la semaine, soit 25,7% depuis le début de l'année et 46% en un an, très précisément 53 semaines, ce qui correspond également à un record. Et soulignons encore, il affiche un différentiel de performance de 7% sur la semaine par rapport à l'Eurostock 50, ce qui doit probablement également représenter un record absolu. Et puis alors un différentiel record de 30% sur l'année par rapport à l'Eurostox. Encore une de ces années, on se dit, j'aurais mieux fait d'acheter aux États-Unis. Et puis cette semaine, on a également eu la Fed. Alors la Fed a donc baissé les taux, sans surprise. Ils devraient même faire la même chose en septembre. Et puis alors, ils se sont abstenus de faire tout commentaire sur l'économie et sur les conséquences éventuelles de l'arrivée de Trump. Et puis la seule chose que finalement on a appris, c'est que la Fed était contente d'avoir maîtrisé l'inflation et Powell a déclaré qu'il ne démissionnerait pas avant la fin de son mandat qui est prévu au début de l'année 2026, à moins que Trump le pousse vers la sortie. On sait que les deux hommes ne s'apprécient pas énormément, mais ce qu'il faut donc retenir, c'est que la performance de la semaine sur les marchés américains était tout simplement stratosphérique. Merci à l'arrivée de Donald Trump. Tout le monde, bien sûr, n'est pas d'accord avec cette théorie, mais enfin voilà, il va falloir composer avec aujourd'hui. Donald Trump est là. Pour l'instant, les marchés le saluent. La grande question, c'est combien de temps on va pouvoir continuer à bouger verticalement comme on le fait depuis le milieu de la semaine dernière. En tout cas, il y en a un qui est super content depuis que Trump est président. Eh bien sûr, c'est monsieur Elon Musk. Alors Elon Musk, ce qu'il faudra retenir surtout, c'est qu'il a quand même fait le trade de l'année. Alors il a dépensé 50 millions de dollars pour l'élection de Donald Trump, ça sa donation. Et puis depuis qu'il a investi ces 50 millions pour soutenir l'élection de Donald Trump, eh bien il a ajouté plus de 70 milliards à son patrimoine perso, qui vient d'ailleurs d'atteindre les 300 milliards de dollars.
En d'autres termes, Musk a généré à présent un rendement de 139 900% sur son investissement de 50 millions. Alors je sais bien qu'on ne peut pas calculer ça comme ça, mais en tout cas ce que Musk a fait, ça a valu la peine et ça a dynamisé Tesla qui a littéralement explosé, puisque dorénavant, elle a passé la barrière des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Et puis alors, petit chiffre rigolo, rien qu'au cours de la semaine dernière, la valeur nette d'Elon Musk, donc sa valeur qui correspond à son patrimoine en Tesla, a augmenté de 50 milliards de dollars. Et puis alors que tout va bien et que tout le monde nage dans une douce euphorie, eh bien il faudra quand même retenir une petite histoire. L'histoire des intérêts débiteurs aux USA. Donc les paiements d'intérêts personnels aux États-Unis, donc les paiements que vous payez sur vos crédits, ont atteint 556 milliards de dollars en septembre, soit le deuxième montant le plus élevé de l'histoire. Depuis 2022, les intérêts débiteurs des Américains ont tout simplement doublé en 2 ans. Les intérêts débiteurs personnels en pourcentage du revenu disponible de l'Américain moyen s'élèvent aujourd'hui à 2,5%, un niveau qu'on n'a jamais vu depuis la crise du subprime en 2008. Ce chiffre est également beaucoup plus élevé que les 2% observés dans les années 70, lorsque les taux d'intérêt étaient presque 2 fois plus élevés que la fourchette actuelle, qui se situe autour des 5%. Tout ça alors que la dette totale des ménages atteint le chiffre record de 17 800 milliards de dollars. Donc pour l'instant, on peut résumer ça assez simplement. Les consommateurs croulent sous les charges d'intérêts débiteurs, mais rassurez-vous, tout va bien. Trump est arrivé. Et l'Europe a donc vécu une sale semaine. On a bien compris assez rapidement que les Américains allaient s'occuper d'eux-mêmes. Donc du coup, ce sera plus aussi facile qu'avant, semble-t-il. Et pour fêter ça, eh bien, l'Allemagne est en train de partir en vrille politiquement, cette fois, après être partie en vrille économiquement. Donc on commence à se dire que ça va être un tout petit peu plus compliqué pour l'Europe si l'Allemagne commence à ralentir massivement. Et vous avez vu que le chancelier allemand est on va dire, en délicatesse avec ses administrés. Du coup, il a viré le ministre des Finances. Il demande un vote de confiance pour le mois de janvier. Et puis ensuite, a priori, on va dire qu'à 95% de probabilité, eh bien, il y aura en plus des élections anticipées pour voir s'ils veulent vraiment le conserver, ce qui est peu probable. Donc du coup, la gauche est en train de se faire massacrer en Allemagne, la politique est en train de ralentir, les usines Volkswagen sont en train de fermer. Bref, on va dans une direction qui risque un basculement à droite assez massif en Allemagne et qui rajoute encore un petit peu plus d'incertitude en Europe. Et donc du coup, l'Europe a vécu une sale semaine, surtout en rapport avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Et puis on notera aussi des bons chiffres de Novo Nordisk, mais par contre les prévisions sont un tout petit peu plus tendues. Et on notera que le premier décès causé par les médicaments anti-obésité a eu lieu cette semaine en Angleterre. Et graphiquement, le chart de Novo Nordisk montre une magnifique dead cross extrêmement claire. Sans oublier le luxe qui se fait défoncer du côté de la Chine, encore une fois, parce que le nouveau stimulus modifié avec les nouveaux chiffres n'ont pas surpris à la hausse. Et puis en plus, on se dit, ah bah, si les Chinois consomment moins ou pas assez, et que de l'autre côté, les Américains rentrent dans un protectionnisme exacerbé à cause de Trump, ça va être compliqué de vendre des sacs à main à 5000 balles. Et encore, quand je parle de 5000 balles, je suis assez gentil. Donc, sale semaine sur le luxe. On va en parler tout à l'heure avec les chiffres de Richemont. En Suisse, les perspectives de consommation demeurent peu motivantes. On va dire, en octobre, la situation s'est légèrement dégradée par rapport au mois précédent. Si on se base sur les chiffres du SECO, les faillites d'entreprises ont nettement accéléré entre janvier et septembre. Et le secteur de l'automobile qui enregistre notamment une envolée au niveau des faillites, alors que le domaine de la construction a légèrement rebondi. Et sur les 9 premiers mois de 2024, 4475 sociétés ont mis la clé sous la porte, une hausse de 16% comparée à la même période de l'année dernière. En Suisse toujours, eh bien, le taux de chômage est resté stable au mois d'octobre, 2,5% par rapport à celui de septembre. La situation des affaires pour l'économie privée s'est renforcée, mais compte tenu de l'évolution depuis le début de l'année, une reprise stable n'est pas vraiment attendue si on se base sur les chiffres qui ont été publiés par le COF cette semaine. Et puis les prix d'immobilier résidentiels par contre ont augmenté de 0,5% pour le 3e trimestre par rapport au trimestre d'avant. Les prix des maisons individuelles et des appartements sont un peu plus élevés. Sur une base annuelle, l'indice des prix de l'immobilier résidentiel a augmenté de 1,7%. Regardons maintenant les performances de la semaine. Alors vous voyez que c'est très très clair au niveau des performances.
vous avez les États-Unis qui sont dans le vert et vous avez le reste qui est dans le rouge. Je schématise un petit peu, mais ça résume bien ce qu'on a dit. Un carton plein sur les États-Unis, 5,7% sur le Philadelphia Semiconductor Index, 5,74% de hausse sur le Nasdaq, 4,66% de hausse sur le S&P 500. Et de l'autre côté, vous avez l'Italie qui perd 2,48%, l'Espagne qui perd 2,46%, le SMI qui se reprend encore une claque de 1,42%, le DAX, malgré tout ce qui lui arrive, qui termine qu'en baisse de 0,21%. Mais enfin, comme vous le voyez, c'est pas facile pour les marchés européens et ça rigole du côté des marchés américains, pour résumer. Et ça se passe pas trop mal du côté de Shanghai, mais le reste est extrêmement compliqué. Et puis on notera surtout le carton plein au niveau des crypto-monnaies, au niveau du Bitcoin, puisque bien sûr, l'arrivée de Trump laisse supposer que la crypto-monnaie, c'est le nouvel Eldorado. Donc explosion des cryptos en général, mais là en l'occurrence dans notre liste du Bitcoin qui prend quasiment 15% sur la semaine. Et si on regarde les performances en Suisse, c'est mitigé, mais on va dire plutôt dans le rouge. Richemont qui perd 5,7%, on va revenir sur les chiffres. Le JTech qui se prend 4% dans la tête à cause des craintes de protectionnisme américain. ABB Holcim qui s'en sortent pas trop mal. Et puis derrière, eh bien, vous avez eu les bons chiffres de Swiss Re, on va y revenir aussi également, mais Roche qui prend 3,66% dans les dents, Nestlé qui perd 4,52%, Novartis qui perd 2,75%. On voit que l'arrivée de Trump fait peur au niveau du protectionnisme jusqu'en Suisse. Malgré tout, la thématique des financières qui ont extrêmement bien profité de la thématique de Donald Trump se répercute sur l'UBS qui prend quand même 4,10%. Après une mauvaise semaine précédente avec des très bons chiffres qui avaient été publiés par l'UBS, il y a un espèce d'effet de rattrapage et en plus le fait que l'on salue les financières à l'heure actuelle. Donc vous voyez que c'est un SMI un peu partagé dans tous les sens, mais on va le voir dans quelques instants au niveau de la performance graphique, ça devient extrêmement moche sur l'indice helvétique. Alors comme vous le voyez à l'instant, si vous regardez le SMI, le canal est définitivement cassé, le canal haussier dans lequel on est depuis, vous le voyez, novembre 2023, donc depuis l'époque où tout a explosé aux États-Unis, eh bien on a cassé cette tendance de fond là qui était bien solide et qui marchait bien. Vous voyez qu'on avait rebondi ici, on avait rebondi là, on avait rebondi là. Et là, on a cassé, et derrière, on a tenté un retour, et là, on a échoué sur la moyenne mobile des 50 jours, où on a recassé, et on casse la moyenne des 200 à la baisse. Je ne vous cache pas qu'on a connu des graphiques qui étaient un petit peu plus encourageants sur la Suisse. Mais encore une fois, vu la semaine qu'on vient de vivre, c'est toujours extrêmement difficile de porter un jugement sur la suite. Mais en tous les cas, d'un point de vue purement technique, les supports sont cassés, les moyennes mobiles sont enfoncées, le canal est brisé. Et puis alors, si on va se projeter un peu plus loin, vous voyez très clairement que la moyenne mobile des 50 pointe vers le bas, celle des 200 aussi. Donc ça nous laisse supposer qu'à terme, on va avoir droit à ce qu'on appelle une dead cross sur le SMI également. Et ça, c'est pas très rassurant pour la suite des événements, surtout qu'on peine à trouver les justifications qui expliqueraient une explosion du marché suisse, puisque nos trois vedettes, pour l'instant, restent quand même en grande difficulté. Le S&P 500, ça se passe de commentaires. Vous voyez que les 6000 ont été atteints. Alors pour l'instant, on n'est pas au-dessus des 6000, mais on les a touchés la semaine dernière. On a cassé cette résistance ici qu'on voit avec ces trois flèches vertes, ici et là. Donc on voit cette résistance-là, elle a cédé. On avait fait mine de vouloir la casser à la baisse avant les élections. Et puis non, on est reparti à la hausse, tout est parti à la hausse. Donc là, je crois qu'on peut dire gentiment que la cassure, elle est entamée. Et donc, on a encore un potentiel de hausse relativement élevé, puisqu'on avait quand même un objectif à 6400. Là, on est en pleine euphorie. Alors, effectivement, peut-être qu'à un moment donné, on va se calmer en disant qu'il faudra quand même voir ce que Trump va mettre en place. On sait qu'il n'y aura rien de neuf avant le 20 janvier, puisque toujours, il ne peut rien faire avant le 20 janvier. Donc, il se peut que cette euphorie se calme à court terme. Mais en tous les cas, tout le monde a l'air hyper content de ce qui est en train de se passer sur le S&P 500. Le Nasdaq, c'est pareil, là c'est le composite en l'occurrence, donc vous voyez la performance est hallucinante et comme je vous l'ai mentionné en début d'émission, il faut quand même faire attention parce que la valorisation des titres atteint des niveaux stratosphériques, des niveaux qu'on n'a plus vus depuis la bulle Internet et depuis les subprimes de 2007-2008. Donc grosso modo, c'est très cher, on est très haut. Mais tout le monde parie sur l'Amérique qui va être great again dorénavant.
et on voit que tout s'est envolé la semaine passée. Vous pouvez regarder quasiment tous les titres qu'on cartonné, les gros titres qui font l'Amérique se sont littéralement envolés avec un avantage concurrentiel net sur la thématique des technos, évidemment, des financières, des pétrolières, enfin tout ce qu'on appelle le Trump Trade. Pour l'instant, tout le monde est hyper content d'avoir vu arriver Trump au pouvoir. Le Dow Jones qui s'envole, qui est aussi quasiment à 44 000 points, une vitesse stratosphérique pour passer de 43 000 à 44 000. Donc c'est assez impressionnant la vitesse à laquelle le Dow Jones monte. Je vous parlais la semaine dernière du Philadelphia Semiconductor Index qui pouvait être un problème parce qu'il avait tendance à vouloir casser en avance et que quand le SOX casse à la baisse, c'est un indicateur avancé, tout comme quand il casse à la hausse. Mais pour l'instant, on s'est bien retourné. C'est pas encore complètement gagné, on n'est pas encore sorti de l'auberge et on va voir comment ça va se comporter ces prochains temps. Mais là, on voit quand même qu'on arrive sur une zone où ça va un petit peu coincer. Mais quand on voit les indicateurs techniques en bas, on a l'impression qu'on est reparti pour un mouvement haussier. Et puis évidemment, les vedettes des semi-conducteurs continuent, la vedette principale continue de cartonner puisque vous voyez que Nvidia, même si elle termine de nouveau un vendredi un peu en difficulté, elle est quasiment à $150. Quand on se dit qu'au mois de septembre, eh bien, on était à 100 balles et puis plus personne n'en voulait, eh bien, il y a de quoi se mordre les doigts encore une fois sur Nvidia qui reste toujours excessivement cher et qui table toujours sur des performances futures stratosphériques. Et je vous rappelle que le 20 novembre, c'est-à-dire dans 10 jours comme aujourd'hui, nous aurons la publication de leurs chiffres, ce qui sera aussi très intéressant à voir, puisque nous allons reprendre finalement pied avec une certaine réalité, la réalité des chiffres trimestriels. L'Allemagne qui tient encore, mais ça paraît compliqué, on a l'impression qu'on n'arrive plus à avancer, on n'a plus de carburant sur l'Allemagne. Le CAC 40 qui s'enfonce définitivement en dessous de ce support des 7400. Donc gentiment, on essaie de revenir, mais il n'y a rien à faire. Et on l'a encore vu très clairement sur le CAC la semaine dernière. Ce stress, on va dire, par rapport aux États-Unis qui a fait exploser le marché, puis a tout renvoyé à la casse derrière, rajouté au fait que le luxe se fait démonter, les LVMH, les Kering, les Richemont ont vécu une sale semaine, puisque le protectionnisme américain, le stimulus chinois qui est insuffisant, tout ça ne laisse augurer de rien de bon. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien, le luxe dans le CAC 40 représentait juste à peu près tout, une grosse partie de l'indice. Et résultat, eh bien, aujourd'hui, on est en train de le payer très très cher. Donc, on va dire qu'il y a un dernier espoir à tenir, c'est le point bas qu'on avait fait en septembre 2024 sur le CAC 40. Si là, on casse, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et franchement, ce ne serait pas surprenant qu'on ait retesté de nouveau les 7100 sur l'indice français. L'or qui s'est bien replié la semaine dernière parce qu'on n'a plus besoin de valeur refuge parce que M. Trump est arrivé et il va sauver le monde. Et le pétrole qui ne sait que penser puisqu'il a été dans tous les sens, le pétrole, parce qu'on a toujours la problématique du Moyen-Orient. Trump a donc dit qu'il allait continuer à soutenir contre vents et marées le gouvernement israélien. Donc ça devrait continuer à avoir une certaine incertitude. Donc ça devrait faire potentiellement monter le baril. Mais en même temps, il a dit qu'il allait forer un maximum pour sortir un maximum de pétrole, pour faire baisser le prix du baril et puis pour rendre la consommation un peu plus facile aux États-Unis. Résultat, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Donc on oscille vraiment entre 70 et 72 dollars pour l'instant. Difficile à dire quelle sera la suite des événements sur le baril, mais en tous les cas pour l'instant beaucoup d'hésitation sur la semaine dernière. En ce qui concerne les vedettes de la semaine, on commence tout de suite avec Richemont qui a une des pires performances du SMI, à l'instar des autres acteurs du luxe. Le groupe genevois donc affiche une performance en repli sur le premier semestre 2024-2025. C'est un exercice décalé qui se termine fin septembre. Les ventes et la rentabilité ont reculé, lesté par la demande chinoise qui est en berne, et le titre perdait plus de 7%. Durant la période concernée, le chiffre d'affaires s'est contracté de 1% à 10,08 milliards. Ils ont annoncé que le résultat d'exploitation courant plonge de 17% à 2,21 milliards. Et la marge opérationnelle s'est effondrée de 410 points de base à 21,9%. Les nouvelles mesures chinoises restent insuffisantes pour redynamiser la consommation. Le luxe se fait défoncer partout. Swatch a aussi perdu 8% sur la même journée. Et on se dit effectivement que le protectionnisme américain ne va pas forcément
aider. Le graphique de Richemont se passe de commentaires, hein, vous voyez la claque de vendredi, donc on termine à 119,35 sur Richemont et on laisse surtout derrière nous encore un autre gap qui doit être comblé, donc j'ai envie de dire qu'on peut facilement redescendre à 113, 114 sur Richemont. On verra ça demain à l'ouverture et si on va par là, ça sera probablement un niveau d'achat, même si, regardez, il y a encore un autre gap à combler ici qui pourrait potentiellement nous amener jusqu'à 105. Donc le risque extrême sur Richemont d'un point de vue technique, à mon sens, pourrait, et je dis au conditionnel, nous amener en direction des 105 francs suisses s'il y a plein de downgrades qui se pointent sur le marché ces prochaines séances sur Richemont. Du côté de la Zurich, grosso modo, eux aussi ont publié, alors pas des chiffres extraordinaires, en tout cas qui n'ont pas été perçus comme tels par le marché. Ils ont annoncé une augmentation de 6% de ses revenus d'assurance dommage pour les 9 premiers mois, avec 33,26 milliards de dollars. Ils ont également annoncé une augmentation de 4% des primes brutes. Bref, l'un dans l'autre, c'était des relativement bons chiffres, mais qui n'ont pas offert non plus une performance spectaculaire. Vous voyez que non seulement ça n'a pas offert une performance spectaculaire, mais en plus, dans la foulée, eh bien, on a un peu tapé sur la Zurich qui finalement avait été chercher ses anciens plus hauts historiques, hein, vous voyez, sur la publication des résultats. Mais élection faisant, eh bien, on a eu quelques doutes et on s'est replié en direction de la moyenne mobile des 50 jours qui devrait faire office de support au niveau des 512 francs suisses. Du côté de chez Swiss Re, alors eux, ils ont prévu un bénéfice net de 2,2 milliards pour les 9 premiers mois de l'année et de 100 millions pour le troisième trimestre lors de la publication des résultats. Ils ont également ajouté 2,4 milliards de dollars aux réserves pour les responsabilités civiles américaines du côté de la réassurance et les dommages en cours du troisième trimestre. L'action était donc en hausse de 7,24% à la clôture. Donc grosso modo, c'était des chiffres qui étaient un tout petit peu décevants. On peut même dire qu'ils avertissaient sur un ralentissement des résultats. Mais bon, par contre, alors ce qui était assez incroyable, c'est que finalement, le marché l'a perçu totalement différemment. Eux, ils se sont dit tout simplement, Swiss Re a assaini les comptes pour le troisième trimestre et ils auront besoin de couvrir d'autres sinistres inattendus lors du quatrième trimestre. Donc, c'était hyper positif, ce qui fait que Swiss Re fait partie d'une des plus belles performances de la semaine. Comme vous le voyez, eh bien, c'est pas un graphique qu'on a l'habitude de voir sur le SMI. Donc, Swiss Re termine quand même sa semaine quasiment au plus haut de tous les temps. On a été chercher les 120 sur la Swiss Re, en laissant de nouveau, bien sûr, un nouveau gap qu'on va devoir aller boucher un de ces quatre. Mais on est bien disposé et on voit qu'on essaye encore une fois de casser cette résistance au niveau des 120 francs suisses. Et tout le monde, comme je vous l'ai dit, a relativement bien pris ces résultats, malgré qu'on peut quand même noter un avertissement sur les bénéfices. Le spécialiste austro-allemand des semi-conducteurs, ams Osram, a fait état d'une amélioration au troisième trimestre au niveau de la rentabilité, alors que ses revenus ont fléchi. Et devinez ce que le marché a entendu dans tout ça. Il a entendu, bien sûr, les revenus ont fléchi. Alors le chart se passe de commentaires sur AMS. De toute façon, je crois que quand on a un chart qui a cette gueule-là pour l'instant, la question c'est qu'on note qu'il y a un énorme support au niveau des zéros, ici. On ne devrait pas pouvoir aller beaucoup plus bas que 0 sur AMS Osram. Non, je plaisante, mais franchement, voilà, vous connaissez la théorie du never catch a falling knife. Et ben là, c'est ça, hein, ça continue. Donc, de mauvais chiffres. On se retournait vendredi. Mais franchement, graphiquement, il n'y a absolument rien à attendre et rien à dire sur AMS Osram. Et d'autant plus quand on va regarder le graphique sur le long terme. Eh bien, c'est moche et c'est pas beau du tout chez AMS. On a l'impression qu'on ne trouve pas le fond. Et puis autrement, eh bien, Baloise, il y a des rumeurs qui circulent dans le marché. On parle d'un éventuel rachat par un gros acteur de l'assurance en Suisse. Alors, déjà d'entrée, Zurich a démenti la possibilité que ce soit eux, donc on verra pour la suite. Mais en tous les cas, sachez quand même que c'est quelque chose qui circule en ce moment dans les marchés financiers. Rumeur comme quoi potentiellement la Baloise se ferait racheter. Alors vous voyez que pour l'instant, au niveau des graphiques, c'est pas franchement franc du collier le fait que la Baloise se fasse racheter, mais enfin la rumeur circule. Les indicateurs sont en train de se retourner avec un signal d'achat ici.
Alors bon, peut-être qu'il va se passer quelque chose, on n'en sait rien, mais en tout cas, d'après ce que Zurich a dit, ça ne sera pas, en tout cas pas eux, qui vont la racheter. Voilà ce que l'on peut retenir de cette semaine boursière qui a été évidemment centrée sur l'élection américaine, qui a été drivée aussi par la Fed un petit peu, mais c'est vrai que pour la première fois de l'année, on notera qu'il y avait un désintérêt quasi total sur ce que la Fed allait faire. Ils ont baissé les taux de 25 points de base. Ils devraient rebaisser les taux de 25 points de base au mois de décembre. On attend de voir ce que M. Powell nous dira au niveau de l'économie dans quelques semaines. Et pour l'instant, on va reprendre notre rythme, le rythme de nos vies, puisque de toute façon, M. Trump est président, mais il sera intronisé par les grands électeurs dans le courant du mois de décembre. Et que d'ici là, on va devoir continuer notre chemin sur la macro. Je rappelle que les chiffres macro sont toujours relativement pas terribles pour parler français, surtout aux États-Unis. Mais aujourd'hui, des chiffres macro pas terribles, ça ne compte plus, bien sûr, puisque Trump va tout régler. Ce qui est assez impressionnant quand même, c'est que finalement, quand on entend tout ce qui a été dit sur Donald Trump avant les élections, tout ce qui a été, excusez-moi du terme, vomi sur lui depuis les élections, enfin avant les élections, et qu'aujourd'hui, tout d'un coup, vous avez le marché qui lui donne un espèce de signal d'achat absolument ahurissant, parce qu'on sait qu'il va être un grand dérégulateur, parce qu'on sait qu'il va baisser les impôts, parce qu'on sait qu'il va faciliter tout ça. Ce qu'on ne sait toujours pas, c'est comment est-ce qu'il va régler le problème de la dette à terme. Mais ça, visiblement, pour être très honnête avec vous, tout le monde s'en fout. On est juste méga content de ce qui est en train de se passer. L'arrivée de Donald Trump est une grande bouffée d'air pour les marchés financiers américains, moins pour l'Europe, vous l'avez vu. Et donc, nous, on va reprendre notre vie normale maintenant, une semaine normale, et voir un petit peu ce que le marché nous réserve. D'ailleurs, au niveau de ce que le marché nous réserve, on peut déjà se préparer au CPI, puisqu'il y aura les chiffres du CPI américain qui seront publiés cette semaine, également le PPI, donc on reviendra sur cette thématique. Bon, autant vous dire qu'a priori, par rapport à ce qu'on voit, il ne devrait pas y avoir de surprise négative, ou en tout cas pas de grosses surprises avec un CPI qui repartira à la hausse, donc ça devrait continuer à alimenter ce côté tout va bien, l'inflation est vaincue. On aura également le CPI en Allemagne qui devrait continuer à creuser son trou, et ça franchement c'est un des trucs qu'il faudra surveiller surtout ces prochains temps, c'est l'Allemagne qui va vraiment pas bien, et ça revient de plus en plus, c'est assez ténu en fait quand même dans les marchés financiers, on en parle peu, mais on voit quand même qu'il y a une certaine fatigue au niveau du gouvernement, au niveau de l'économie. Et à un moment donné, même si le DAX est quasiment au plus haut de tous les temps, ça risque de finir par se voir. Et vous avez déjà la France qui a 2-3 problèmes politiques à régler, économiques également. Et vous avez l'Allemagne qui arrive derrière, qui risque de peser encore là-dessus. Ça risque de se compliquer un petit peu pour l'Europe aussi. L'Europe qui est censée se battre contre ce nouveau géant américain qui sera un petit peu moins collaboratif que d'habitude. Donc on n'a pas fini d'en parler, je pense, et il faudra être très très méfiant sur ce qui pourrait se passer en Allemagne. Et le CPI devrait être un premier indicateur qui va devoir montrer que ça continue à ralentir. Alors il fut un temps où c'était super positif de voir le CPI ralentir, mais quand vous avez un CPI qui se rapproche du 0 plutôt que des 2%, on commence à se demander s'il n'y a pas un autre problème qui pourrait s'appeler récession. Voilà ce que je pouvais vous raconter cette semaine. C'était une semaine un peu particulière. Le marché suisse a été vraiment malmené comme les autres marchés européens à cause de l'élection. Donc on se retrouvera la semaine prochaine pour faire un point qui sera un peu plus normal, je suppose. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, de liker cette vidéo et puis de me retrouver demain matin, lundi, pour un nouveau Morning Bull Live. Oui, d'habitude, le Swiss Bliss, c'est le samedi, mais des fois, je dors le samedi matin. Donc bref, profitez bien de cette fin de dimanche. On se retrouve demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, très belle journée à tous. Bye bye.